Yaorana, bienvenue dans ce journal du lundi 27 mai. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Soulagement pour les 84 Polynésiens restés bloqués en Nouvelle-Calédonie depuis le début de la crise. Ils ont enfin été rapatriés hier soir. L'État et le pays les ont accueillis à leur descente d'avion. Dans 2 mois, la Polynésie accueillera l'épreuve de surf des JO. Où en sont les travaux des infrastructures et aménagements? La Polynésie est-elle prête pour accueillir les Jeux? Et quel héritage nous laisseront-ils? Nous allons aborder ces questions avec le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, Tony Estanguet, est notre invité ce soir. À l'approche des élections européennes, les partis sont en campagne et c'est le cas de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Une délégation est actuellement au Fénois, nous les avons rencontrés. Ils sont enfin de retour et les Polynésiens bloqués en Nouvelle-Calédonie depuis le début des émeutes sont arrivés hier soir au Fénois. Ils ont été rapatriés sur un vol militaire et c'est un grand soulagement après ces semaines parfois traumatisantes. Le reportage d'Esther Parau-Cordet. Les bras levés vers le ciel, ils sont 84 Polynésiens soulagés de pouvoir enfin rentrer sur le Fénois. Encore sous le choc, plusieurs passagers ont rejoint l'A400M de l'armée sur le tarmac de Tantouta depuis les îles où ils étaient en vacances. Oui, elle est préoccupante pour nous, quoi. C'est pas des vacances. 2 semaines de vacances, après 2 semaines, il y a eu les émeutes. Ça n'a pas vraiment été des vacances, quoi. On est resté cloîtrés à la maison. Si certains n'ont pas vécu les mouvements de rébellion, une vingtaine de rugbymen partis en compétition à Dumbéa se sont retrouvés au cœur des émeutes. Surtout les premiers soirs, là, quand ça pétait de tous les côtés, ça a explosé des voitures. On n'a pas l'habitude de voir ça. On était tout près, on a vu les personnes mettre le feu à l'hôtel de ville. On était à 100 mètres à vol d'avion, donc on entendait vraiment tous les bruits, les cris et les détonations. On était vraiment là en mode survie avant tout, hein, dans le centre où on était. On essayait de surveiller les lieux, mais vraiment pas pour protéger les lieux ou prendre parti dans le conflit. Nous, on était vraiment là, on attendait de rentrer à la maison en fait, hein, tout simplement, quoi. Sous le hall, les passagers retrouvent leurs proches. La crise en Nouvelle-Calédonie et ce retour sous protection militaire resteront gravés dans les mémoires. On avait toute une équipe du beach tennis, ils étaient 9 joueurs et donc ça va faire 12 jours qu'ils étaient bloqués à Nouméa. C'était assez stressant parce qu'on avait très peu de nouvelles et on ne savait pas quand est-ce qu'elle allait partir, ça se repoussait tout le temps. Mais tout le monde n'a pas pu embarquer à bord de l'avion militaire. 100 personnes à peu près, 100 Polynésiens en Calédonie, auxquels on adresse toutes nos pensées. On a été obligé de prioriser. C'est-à-dire que cet avion il va retourner en Nouvelle-Calédonie et évidemment on va pouvoir ramener des gens qui sont bloqués aussi en Polynésie et qui souhaitent rentrer en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, moi je ne peux pas m'engager à ce jour, ce sont des vols qui sont quand même relativement complexes à monter. On espère aussi que l'aéroport international et le trafic commercial habituel va pouvoir réouvrir le plus rapidement possible. L'aéroport international de Nouméa reste fermé jusqu'au 2 juin. A noter que l'état d'urgence a été levé en Nouvelle-Calédonie ce lundi 27 mai, mais le couvre-feu est maintenu. Retrouvez des compléments d'information à ce sujet sur notre site TNTV News. Le Conseil de l'Ordre des médecins déplore des propos racistes, indignes et insultants. Ils réagissent à l'intervention de la représentante Tavini Silvana Tiatoa. Vendredi, au sein de l'hémicycle, elle s'interrogeait sur le bien-fondé du soutien du pays au CHPF. Pourquoi ces propos ont-ils fait réagir et qu'en pense la majorité? Laure Philibert fait le point. C'est une intervention dans le cadre des débats sur le collectif budgétaire vendredi après-midi à Taraheuil. La représentante de la majorité, Silvana Tiatoa, s'est exprimée sur l'enveloppe complémentaire dédiée au centre hospitalier de la Polynésie française. De tout temps, on ne s'est jamais préoccupé de la culture de ce peuple, de l'identité de ce peuple. Donc, les Polynésiens ont été soignés comme s'il s'agissait d'Européens. Et cela s'est senti dans les moyens dont on soigne la population.
Aujourd'hui, aucun médicament ne soigne vraiment les personnes. Les traitements qui sont faits aujourd'hui, ce n'est pas pour soigner, mais pour soulager les souffrances du peuple. Des propos qui font réagir le Conseil de l'Ordre des médecins. Dans un communiqué ce lundi, son président alerte, considérant les propos tenus comme mensongers. L'hôpital est en souffrance, l'hôpital apporte énormément de choses positives à la médecine en Polynésie. C'est notre fleuron, c'est en oncologie. En réanimation, c'est eux, ils sont les seuls là présents pour nous aider. Donc on a besoin tous de cet hôpital et on a besoin qu'il soit performant. D'entendre dire des choses négatives, fausses, mensongères, racistes, bien entendu, sur le fonctionnement de l'hôpital, nous révolte. Est-ce que les autorités du pays, est-ce que le parti auquel elle appartient la soutiennent et reconnaissent et sont d'accord avec ce qu'elle a dit? Ce qui serait extrêmement grave, bien entendu. Pas de réaction côté majorité. La représentante Silvanati Atoa n'a pas souhaité répondre à nos questions. Côté gouvernement, en revanche, le président du pays considère qu'il ne faut pas prendre ces déclarations au pied de la lettre. Le fils d'infirmier que je suis peut comprendre l'émoi que ça a pu provoquer. Maintenant, je crois qu'il ne faut pas prendre l'expression de l'intervention de Silvana au premier degré. Le Reo Tahiti est une langue métaphorique et je pense qu'on est là dans le registre métaphorique. Je pense qu'il ne faut pas sortir les propos de Silvana de ce registre métaphorique. En tout cas, si ce n'était pas le cas, moi je ne souscrirais pas à ces propos. Mais si on est dans le registre métaphorique, je peux comprendre l'expression des propos de Silvana. Le Conseil de l'Ordre n'exclut pas des actions en justice. Il déplore une véritable méconnaissance et ignorance de la réalité du travail réalisé tous les jours au service de la population par l'ensemble du corps médical. On s'intéresse maintenant aux Jeux Olympiques. À 2 mois de l'épreuve de surf à Te Aupo, le président de Paris 2024, Tony Estanguet, est sur le territoire. Il a découvert l'exposition Horuwe ce matin au musée de Tahiti et des îles. Elle rappelle que la Polynésie est le berceau du surf. Thomas Chabrol et Mere Teato étaient sur place. Des vagues d'hier aux vagues d'aujourd'hui, l'exposition Horuwe nous raconte l'histoire du surf polynésien, de ses origines à sa renommée internationale. Le simple jeu dans la mer décrit par le capitaine Cook au XVIIIe siècle, le long des rivages de Tahiti, a bien évolué. Un long voyage au fil des siècles et des houles pour devenir aujourd'hui plus qu'un sport, un mode de vie, icône de la pop culture. Le surf, à une époque donnée, a été un critère identitaire. C'est-à-dire les surfeurs, quand moi j'étais plus jeune, en fait on était considérés comme des gens marginaux, de par donc la passion de la glisse qui était la nôtre, et surtout notre façon de nous habiller, les cheveux longs, les boucles d'oreilles et tout. Après, les grandes marques se sont accaparées, je dirais, ce surfing way of life. Le surf brille depuis Tokyo dans le monde de l'olympisme. Après Te Aupo ce week-end, Tony Estanguet se plonge dans la dimension culturelle du surf, version art contemporain. Au musée de Tahiti et des îles, il a découvert le travail des artistes réunis autour de l'association Amanilab. Cette exposition, elle est labellisée Olympiade culturelle. On espère que du coup, ça va les aider aussi à drainer un petit peu plus de monde, à valoriser ces artistes qui font un travail qui est juste remarquable. Et quand les vagues déferlent dans l'esprit des artistes, la création est au rendez-vous. L'exposition met en lumière des sculptures de bois et de pierre, des peintures et d'autres créations. La vague inspire. Il y a du ressac, ça vient, ça part. Il n'y a jamais 2 vagues pareilles. Comme il y a deux pierres, il n'y en a jamais 2 les mêmes. Donc c'est très inspirant, que ce soit pour les peintres, pour les sculpteurs. Il y a du mouvement, il y a de la force. La force de l'océan, voilà ce qui anime à la fois les artistes et les surfeurs du Whenua autour de la vague olympique. La Polynésie est le berceau du surf et l'épreuve des Jeux résonne comme un retour aux sources. Après être allé au musée ce matin, le président du comité olympique et paralympique est sur notre plateau ce soir. Tony Estanguet, Yaorana.
Yorana. Alors on l'a vu ce matin, vous vous êtes immergé dans la culture polynésienne, vous vous êtes aussi essayé au sport traditionnel au début de votre séjour. Cette immersion culturelle était importante pour vous, pourquoi? Oui, les Jeux Olympiques, c'est le plus grand événement sportif, mais c'est aussi une célébration de la culture. Et c'est vrai qu'on veut vraiment valoriser, mettre à l'honneur ce territoire de la Polynésie française au moment où on va accueillir le plus grand événement sportif de la planète. Il va y avoir des milliards de personnes qui vont regarder ces Jeux Olympiques. C'est la première fois qu'un territoire d'outre-mer sera mis à l'honneur dans le cadre d'une compétition olympique. C'est en Polynésie, ici à Tahiti. Et donc forcément, pour moi, c'était important d'être au contact de la population et de découvrir toute l'histoire, les pépites finalement de ce territoire et de sa population. Les échéances des Jeux Olympiques approchent donc à grands pas. Dans 15 jours, le relais de la flamme. Dans environ 2 mois, l'épreuve de surf. Vous êtes arrivé au Fénois vendredi. Cette visite éclair, c'était l'occasion pour vous de faire un dernier point d'étape. Êtes-vous satisfait de ce que vous avez vu? Oui, c'était très important pour moi, effectivement, à 60 jours du début de l'organisation des Jeux. On est à peine à 2 mois. On est vraiment dans la dernière ligne droite. Donc de pouvoir venir ici, sur place, rencontrer l'ensemble des acteurs, du président de la Polynésie française, la ministre bien évidemment, mais aussi l'ensemble du mouvement sportif, la Fédération tahitienne de surf ou la Fédération internationale, les athlètes, tous les partenaires engagés dans l'organisation des Jeux, pour s'assurer que tout le monde est aligné, que tout le monde travaille ensemble. C'est le cas. Les infrastructures sont presque prêtes. Aujourd'hui, tous les indicateurs sont au vert. On a eu aussi des échanges avec la population. Il y a sur place, sur le site, j'ai pu assister à des compétitions aussi dans le cadre de la Tahiti Pro. Et donc tout ça a été très intéressant. Justement, vous êtes donc monté sur la fameuse tour des juges il y a quelques jours. Vous l'avez dit, donc elle est utilisée là pour la Tahiti Pro, donc jusqu'au 31 mai. C'est l'occasion pour vous de vérifier qu'elle est opérationnelle? Oui, c'était important effectivement de constater que c'était un ouvrage qui était solide, qui permettait vraiment de répondre aux besoins de l'organisation d'une compétition, notamment pour les juges. Vous le savez, c'est un ouvrage qui maintenant correspond vraiment aux normes de sécurité. On ne voulait pas mettre qui que ce soit en danger et on a plusieurs dizaines de personnes qui vont devoir travailler sur cette tour pour l'organisation des compétitions, que ce soit pour les Jeux ou pour les futures compétitions. Donc cette tour, ça y est, elle est là, elle est effectivement conforme et elle permet encore une fois d'organiser des compétitions de surf sur cette vague mythique de Tiopo pour, on espère, des dizaines d'années. Outre les modifications de la tour des juges, vous avez sans doute dû réaliser quelques ajustements dans d'autres chantiers. Il n'y a pas eu de changements majeurs qui ont été réalisés. Est-ce que l'enveloppe prévue pour la Polynésie a été respectée au final? Oui, je pense que c'était important en tous les cas pour Paris 2024 d'être à l'écoute de ce territoire, d'accepter des modifications. C'est vrai que le projet a beaucoup évolué depuis les 5 dernières années. Et encore une fois, c'est aussi notre travail d'être à l'écoute des inquiétudes, à l'écoute des besoins pour que l'héritage puisse être préservé, mais sans dénaturer cette île et l'environnement en particulier. Donc, je trouve qu'il y a un équilibre qui a été trouvé pour à la fois répondre aux besoins de l'organisation des Jeux, mais aussi préserver ce territoire. Et nous, on s'est adapté finalement à ces évolutions en matière d'hébergement, en matière de construction. C'était important de montrer qu'on est ensemble et qu'on doit quelque part préserver ce site exceptionnel tout en essayant de le valoriser de la plus belle des manières. Justement, en matière d'organisation, qu'est-ce qu'il vous reste à faire encore avant l'épreuve? Alors, forcément, dans la dernière ligne droite, il y a toujours des choses importantes. On va continuer à recruter du personnel, à le former. On va faire des tests opérationnels, un petit peu comme les athlètes sont en train de s'entraîner. Nous aussi, on va continuer à s'entraîner. Les équipes vont se tester sur le jugement, sur l'organisation de la compétition pour s'assurer que le jour J, à partir du 27 juillet, la fête soit la plus belle possible et que la Polynésie puisse en profiter. Vous vous servez des Jeux Olympiques pour éveiller les consciences sur le sport, sur la nutrition. Est-ce que les valeurs de l'olympisme font écho ici en Polynésie, peut-être, je pense au travers de votre programme Génération 2024? Oui, c'était important. Effectivement, on parle beaucoup d'héritage et finalement, pour moi, le plus bel héritage, c'est aussi cette capacité qu'on va avoir en organisant cet événement de faire un coup de projecteur sur l'importance pour la jeunesse de pratiquer une activité sportive. On nous alerte aujourd'hui sur la sédentarité qui gagne du terrain, sur l'obésité qui gagne du terrain. On a envie de résister contre ça et c'est finalement une décision de tout le monde qui peut
décidé de faire un petit peu plus d'activité sportive chaque jour. C'est 30 minutes pour rester en bonne santé et ça commence par la jeunesse. C'est pour ça que c'était important de proposer ce programme Génération 2024 pour que tous les jours, dans les écoles, il y ait un peu plus d'activité sportive. Et je voudrais vraiment saluer le gouvernement qui a mis en œuvre ce programme sur l'ensemble du territoire. Une toute dernière question, Tony Estanguet. Dans 60 jours, il y aura donc la cérémonie d'ouverture des Jeux. La France va accueillir environ 200 pays. Vous êtes en charge de toute cette organisation. La pression doit sans doute commencer à monter. Comment se profilent les Jeux? Est-ce que vous pensez que tout va bien se dérouler? Ça fait 10 ans qu'on travaille sur cet événement. On a vraiment à cœur d'offrir au monde entier des très beaux Jeux. On pense que la France a cette capacité d'être au rendez-vous. On a fait preuve d'innovation. Ces Jeux ne seront pas tout à fait les mêmes que les dernières éditions parce qu'on veut montrer le plus beau visage de la France avec pour la première fois un territoire ultramarin et la Polynésie qui sera mise à l'honneur. Mais c'est vrai que de la cérémonie d'ouverture qui pour la première fois a lieu dans un stade jusqu'aux cérémonies de clôture, vous verrez que ces Jeux seront assez exceptionnels. Donc profitez-en et ça commence dès le 13 juin avec le passage de la flamme sur votre territoire. Tony Estanguet, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Ce lundi 27 mai marque le début officiel de la campagne pour les élections européennes. Elles auront lieu le samedi 8 juin en Polynésie. Nous ouvrons tout de suite notre page spéciale. Une délégation de la France insoumise, le parti de Jean-Luc Mélenchon, est actuellement sur le territoire. Méconnus au Fénouois, ils tentent de faire leur place. Ce matin, ils ont entamé une série de rencontres protocolaires pour s'imprégner des particularités locales. Le reportage de Nicolas Pérez. Mathilde Panot, présidente des députés insoumis, et Younous Omarji, candidat aux européennes, sont en campagne express de 3 jours sur le Fénouois. Si la première découvre le pays, le député européen, originaire de La Réunion et second de liste de l'Union populaire, en est lui à sa 3e visite. Un interlocuteur que le président de l'Assemblée a déjà eu l'occasion de rencontrer. Plus avec lui qu'avec Minardi, qui est également déjà député européen. Et en fait, plus on a des relations avec les députés européens, et mieux c'est pour la Polynésie. Pas d'annonce à ce stade des échanges consacrés aux institutions. Les 2 députés ont néanmoins annoncé leur volonté de renforcer leur connaissance du pays. Il nous a exposé la situation de la Polynésie, cette situation excessivement complexe qu'on ne peut pas appréhender totalement lors d'une visite de 3 jours. Et je crois qu'il est certain que je vais revenir chez vous pour continuer à comprendre un peu plus la complexité de votre pays. Pour Anthony Géros, également vice-président du Tavini, il n'était pas question pour le moment d'ouvrir un débat sur un quelconque soutien de son parti aux élections européennes. J'attends le mot d'ordre du parti. Je fais partie d'un grand parti et aujourd'hui au pouvoir et donc je vais suivre la ligne de conduite du parti, bien entendu. Après l'Assemblée, les 2 élus se sont rendus au ministère de la Santé pour évoquer la question des conséquences du nucléaire sur la santé des Polynésiens. Ce que je note, c'est qu'il y a une forme de continuum dans la manière dont les scandales sanitaires sont traités par l'État français partout là où il y a une situation coloniale. Il y a beaucoup d'informations qui vont être utiles pour faire avancer les demandes des Polynésiens dans le cadre de la loi nationale. Le ministre de la Santé a salué l'intérêt de ses interlocuteurs, notamment sur la question des indemnisations. Quand on a parlé de la loi sur les indemnisations des essais nucléaires, on voyait bien qu'au niveau de l'Assemblée nationale, la représentante connaissait très bien le dossier et proposait à faire des évolutions et faire passer les textes qui ont été proposés il y a quelques années et qui avaient été refusés. La délégation de la France insoumise terminera son séjour par une rencontre avec le président de la Polynésie, prévue demain. Et pour terminer cette édition, nous vous proposons le portrait de 2 sœurs, Moetia et Moetou, co-gérantes de la menuiserie Castellani. Entre leurs responsabilités de chef d'entreprise et de jeune maman, elles jonglent constamment pour trouver leur équilibre. Et Désiré Taïvao les a rencontrées. Regardez. Vous êtes contents de vous voir? Ces moments avec leurs enfants sont précieux pour Moetia et Moetou. Avec leur emploi du temps ultra chargé, se dégager du temps en famille est indispensable pour ces 2 chefs d'entreprise. C'est un peu compliqué, mais on arrive toujours quand même à s'organiser des choses ensemble et partager des bons moments en famille.
beaucoup de mamans et de familles vivent ça au quotidien. On n'est pas exceptionnel. On essaie de s'organiser comme on peut et assurer le maximum sur tous les fronts, quoi. Ouais. C'est pas évident tous les jours, mais il y a des hauts, il y a des bas. Les deux jeunes femmes ont repris il y a quelques mois le flambeau de l'entreprise familiale. La menuiserie Castellani, devenue en 40 ans d'existence une référence au Fénois. Dans leur travail au quotidien, les deux sœurs se complètent. Moetia s'occupe de la partie administrative et Moetou, pour sa part, est plus dans la création. La passion du bois étant le principal moteur. Je fais plus du dessin et que ce soit de créer des motifs pour des portes d'entrée ou des créations sur mesure. On a mis une bonne année pour réfléchir si on voulait ou on ne voulait pas reprendre l'entreprise de papa. Et on s'est dit avec Moetou qu'on ne pouvait pas passer à côté de l'héritage qu'il nous laissait. À côté de ça, on a grandi dans la menuiserie et donc on est passionné par le bois depuis notre plus jeune âge. Et c'était presque naturel pour nous du coup de reprendre l'entreprise. Les deux jeunes femmes mènent donc une vie à 100 à l'heure. Pour s'accrocher, elles peuvent compter l'une sur l'autre et sur leur entourage. On jongle beaucoup avec nos emplois du temps, on a cette flexibilité parce que c'est une entreprise familiale. Et puis avec ma sœur, on se comprend quand on a des nuits blanches, etc. ou des visites médicales et toutes sortes de rendez-vous. On se comprend bien que voilà, notre emploi du temps il doit être assez flexible. Et donc les journées, elles sont challenging, c'est vrai, mais en même temps, on est heureuse d'avoir ce rythme de vie, quoi. Avec un tel duo à la tête de la menuiserie Castellani, l'entreprise a encore de beaux jours devant elle. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, voyez l'émission To'u Fénois, To'u Ora, puis 2 épisodes de la série Négociateurs. Belle soirée à tous et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.